Allez les petits, allez! Putain de putain! On mérite de mieux là! C'est fini! Bonjour à tous, il est interdit de s'enflammer, mais il est plus que permis de savourer. Une deuxième victoire à Dunkerque, 1-0, but de pays, un début de saison canon et la première place provisoire après 3 journées. La Ligue 2 sourit pour le moment à Montpellier et au Montpellier Sport Club. Podcast, 3e numéro en partenariat avec le Midi Libre. Ça va, c'est de la bonne cam ça, hein? C'est comme ça qu'on dit. Benjamin Psaume, le consultant, François Rivier, le voyageur, collègue de Midi Libre qui revient de Dunkerque, et Geoffrey, le supporter expatrié. Bonjour à tous les trois, messieurs. Salut Bertrand. Jeune et joli, tiens, je pensais à ça, c'était le nom d'un magazine dans les années 2000. Je ne sais pas si certains s'en souviennent. Il colle parfaitement à la paillade d'aujourd'hui. Elle est jeune, elle est jolie à regarder. 3 numéros sont sortis, les autres vont arriver. Et on a déjà envie de les dévorer autant que les supporters dans le répondeur. C'est le 3e répondeur du Montpellier Sport Club. Écoutez. Salut à tous, Lucas Frontignan. Très content de cette victoire puisqu'on présentait quand même ce match comme un premier test dans la saison contre une équipe un petit peu plus coriace. Difficile d'entrer en matière, mais je trouve qu'après on a bien maîtrisé le ballon, qu'on a fini par mettre ce but. Et puis qu'on a surtout très bien défendu à la fin avec même des notions de combat très intéressantes chez les jeunes. Donc c'est positif. Hâte d'être à vendredi et de confirmer ça à la Mosson. Salut, c'est Massol, en direct de Bilbao et le stade de San Mamés. Une entrée de match très timide jusqu'à la 30e minute où certains joueurs de la paillette se libèrent. On revient en seconde avec le bon esprit, je trouve, en marquant sur notre seule occasion. Puis on fait très bien le dos rond jusqu'à la fin du match. Mention spéciale à Monsieur Abderrebi, l'homme aux 3 poumons. Maintenant cap sur Boulogne et tous à la Mosson. Allez, paillade. Salut, Joanne de Montpellier. Match dans l'ensemble très ennuyeux, mais avec beaucoup de caractère. Grosse performance, je trouve, au milieu de terrain où on a été vraiment supérieur. Et devant, ce qui nous réussissait pas l'année dernière passe maintenant. On marque sur le peu d'occasions qu'on a et on garde une solidité défensive qui est très, 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 très agréable. Emmenez-nous en Ligue 1, emmenez-nous en Ligue 1. Salut Bertrand, c'est Titi, la plus belle moustache de Ligue 2. J'espère qu'on va pouvoir confirmer tout ça avec la suite, avec les gros, etc. qu'on va affronter. Franchement, les jeunes, c'est impressionnant. Camara, je pense qu'il va se régaler à les forger, à les faire exploser. Ça va au combat, bon, malgré quelques erreurs, hein, c'est normal. Mais vraiment, je suis assez confiant pour la suite. La bise à Benji, la bise à Joff et à plus. Salut à tous, c'est Mika de Viltel. On est premier, même si c'est provisoire, ça fait plaisir, je pense, à beaucoup de monde. Et en dehors du fond de jeu, franchement, j'ai envie de parler de l'état d'esprit de cette jeune équipe. Franchement, elle a de l'envie, elle a du caractère, ils ont peur de rien. C'est une équipe qui aurait beaucoup plu à Loulou. Donc je pense qu'ils méritent que vendredi, on aille tous au stade et qu'on continue sur cette lancée. Salut, David de Fabrègue. Bon, match plus laborieux qu'à Nancy. Tout n'est pas parfait, mais heureux de voir une équipe qui se bat, qui continue d'engranger. Après Vidal Cartoux et Ménian, c'est Abderrebi qui nous sort une première titularisation très convaincante. On avait besoin d'une bonne dynamique pour entrer dans cette saison, pour se mettre dans le bon wagon, c'est chose faite. À confirmer contre Boulogne à la Mosson, pour finir d'embarquer tout le monde dans la spirale positive. La Mosson, on a parfois loupé certains tournants la saison dernière. Je pense que le public sera présent parce que tout le monde a envie de rêver un peu avec cette équipe. Salut, c'est Flo à Soulac-sur-Mer, petite mise au vert après la semaine de la feria. Je sais pas jusqu'où on va aller avec cet effectif, mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. On va pas parler du classement après 3 journées de championnat, mais ça fait vraiment du bien de retrouver son club. On espère une première victoire à la Mosson vendredi prochain pour confirmer ce bon début de saison. Voilà, je vous le dis, moi. Et j'ai pas honte de le dire. Je dis toujours ce que je pense. Ce déplacement a été présenté comme le premier test en effet pour Montpellier, test passé avec succès, victoire, clean sheet, première place provisoire au classement. Est-ce qu'on peut dire parfait, Benji? Parfait, non, parce qu'on va toujours regarder, et c'est vrai que dans l'ensemble, le contenu du match, je ne sais plus, c'est Joanne qui l'a dit dans le répondeur, c'est vrai qu'on n'a pas vu un gros match, on n'a pas vu en termes de jeu le match auquel on s'attendait, parce Montpellier a fait déjouer cette équipe de Dunkerque aussi, et comme on l'a dit, je pense qu'on a gagné cette fameuse bataille du milieu. Tout n'a pas été parfait côté Montpellier. Mais après, on est obligé de s'incliner. Tu parlais d'une équipe, c'est une équipe aussi sexy que je dirais, parce que je les trouve hyper intéressants dans le combat, le don de soi.
Il n'y en a aucun qui triche. Tu t'aperçois avec Abderrebi, par exemple, tu en as un qui rentre dans le 11. Il est de suite au diapason alors qu'il n'était pas prévu. Tu as une solidité défensive. Tout le monde défend parce que c'est pas que la défense, je vous le dis à chaque fois, c'est pas que la défense, c'est les milieux de terrain et même les attaquants, les ailiers qui défendent. Tu as une solidité qui est belle à voir. Tu n'as pris qu'un but et tu concèdes peu. Et surtout, tu arrives à être clinique sur le peu d'occasions, parce qu'on n'en a pas des centaines non plus, des occasions franches. On arrive sur le Dunkerquois, fait une erreur d'inattention, derrière puni, Païs et le puni. Donc quand tu arrives, je te le dis tout le temps, dans les 30 derniers mètres, que ce soit défensivement ou offensivement, tu arrives à être efficace. Au milieu, ça charbonne, ça bastonne, ça y va, ça ne s'enlève pas du milieu. La preuve, les chauffourés en fin de match. Avec des jeunes comme ça qui ont faim, il y a des choses à travailler, comme on dit chaque week-end, il y a pas mal de choses, de pistes à améliorer. Mais déjà, tu vois des mecs qui se battent, qui se donnent, qui ne calculent pas l'adversaire, qui ne calculent pas l'hostilité du public. Quand il y en a un qui se fait embrouiller sur le terrain, tu en vois 10 qui arrivent. Quand tu vois ça dans une équipe déjà, c'est ce que je disais la semaine dernière, tu as un vestiaire qui vit bien, qui est soudé, et des gamins que tu as envie de continuer à soutenir. Et il y a une marge de progression. Et là, pour moi, ils sont qu'à 50%. Ça va aller crescendo vers le haut. Vous êtes, si tu veux, des gens avec qui moi je suis obligé de collaborer et j'essaie de le faire avec beaucoup de disponibilité, mais je ne m'adresse pas à vous là quand j'explique ça. Je m'adresse aux supporters, à ceux qui nous aiment bien, c'est tout simplement pour ça. Dunkerque en avait mis 7 face à Grenoble et face à Reims, les 2 premières journées. Aucun donc contre Montpellier, la deuxième meilleure défense de Ligue 2 la saison passée. La Payade, défense qui n'a pas beaucoup bougé, confirme donc François sa solidité. Je pense que c'est l'impression qu'elle t'a donnée hier à Dunkerque. Oui, si j'exagérais un peu, j'avais l'impression que Montpellier ne pouvait pas prendre de but. Tant ils se sont montrés solides, solidaires. Et on sent qu'il y a des automatismes qui sont bien rodés entre les 4 défenseurs de derrière qui bougent pratiquement plus, avec Simon aussi dans les buts. Et aussi, c'est toute l'équipe qui a travaillé et qui est montée au front pour faire face aux Dunkerquois. Et quand je dis monter au front, c'était même presque ça. À la fin, ils ne se sont pas dégonflés face à la pression des adversaires. Ouais, et ça fait évidemment plaisir à voir, plaisir à toute la Payade. Ça ressemble aussi aux valeurs de la Payade, au-delà du foot. C'est pas que la bagarre à Montpellier. On entendait dans le répondeur, Geoffrey, un de nos supporters nous dire cette équipe doit plaire à Loulou, aurait plu à Loulou. Est-ce que tu partages ce sentiment ? Ouais, moi je partage vraiment ce sentiment-là parce que c'est une équipe qui est solide. C'est une équipe qui dégage énormément de force aussi, mais que ce soit tactiquement, mais aussi dans le caractère et dans l'énergie qu'elle met sur le terrain. Et quand on voit des petits comme Abderrebi, et Dieu sait que Loulou aime bien mais était très attaché à ces jeunes, quand on voit des petits comme Abderrebi, quand on voit Vidal Cartou, quand on voit tous ces jeunes qui se donnent, Maignan aussi, qui a fait encore un match intéressant, ça nous prouve vraiment que l'esprit Payade, l'esprit maison est de retour, qu'il y a quand même quelque chose, qu'il y a de la combativité. Et ça c'est vraiment très rassurant ici sur le terrain. Leçon de la J1 bien apprise, on l'avait vu déjà à Nancy, rebelote à Dunkerque, on le dit, ils ont tout fait pour résister, ils ont conservé ce petit but d'avance inscrit par Nicolas Pays. Tout le monde s'est employé, ça fait plaisir à Julien Laporte, le capitaine notamment, écoutez. L'avantage qu'on a, c'est qu'on joue ensemble déjà depuis un an tous les 5, avec maintenant Flo qui s'est rajouté devant nous et les jeunes qui arrivent aussi. Donc en fait, on a un temps d'avance, puisqu'on en discute après, c'est vrai qu'on a beaucoup de repères et évidemment, on arrive à être performant dans la continuité. Et puis je pense que c'est avant tout un état d'esprit de toute l'équipe. On voit sur le coup franc indirect, tout le monde est prêt à prendre le ballon pleine poire, entre guillemets, pour qu'il sorte. Donc c'est un état d'esprit avant tout. Et tant qu'on aura cet état d'esprit, je pense qu'on pourra voyager. Et voilà, mais c'est bien. Il y a encore pas mal de choses à améliorer, mais je trouve que le principal, c'est l'état d'esprit. C'est ce que je dis depuis un an, que ce groupe-là a quelque chose des valeurs et ce soir on l'a montré, je pense. C'est vrai qu'on a eu cette impression, Benji, sur ce que dit Julien Laporte, que tout était bon en fin de match pour résister, pour dégager le ballon, d'y mettre son nez, son oreille, son pied, son orteil. Toutes les parties du corps étaient les bienvenues. On a vu une équipe qui, en effet, avait envie de défendre, qui avait envie de résister à ce siège. Et ça, c'est quand même très, très important. Camara, parfois, s'en était plein l'an dernier. J'ai souvenir de Derzac aussi, qui regrettait ce manque d'agressivité défensivement parfois. Et là, on a senti qu'il était hors de question pour tout le monde et pour chacun d'encaisser
et de subir cette égalisation. C'est exactement ça. Avant d'en arriver à ça, Bébert, il y a quelque chose qui est très marrant et qu'il faut regarder, qui me fait rire. Julien Laporte, qu'on adore, il a inventé les célébrations de messages. Parce qu'en fait, tu le vois à chaque fois qu'il y a un but de Montpellier maintenant, depuis l'épisode Dijon, il va en courant à fond sur le gars qui a marqué, il va avec tout le monde, il ne célèbre pas, il fait pas ah, il attrape tous les mecs, il est comme ça, il dit les gars, de suite concentrés, tu vois, il y va juste pour prévenir les gars, il y va. Et sur chaque but, il fait ça. Il avait fait à Nancy, là, il a refait, je l'ai vu, le rôle d'un leader. On n'en a pas beaucoup, on n'a que lui et Tardieu sur le terrain. Le rôle d'un leader, maintenant, quand il va célébrer, il y va, et il m'en garde tous ces jeunes, tous ces gamins, il dit les gars, de suite dedans. Je reviens à ta question, Bébert. La meilleure partie du match et ce que j'adore, c'est le dernier quart d'heure qu'on a vécu. Et pourtant, le dernier quart d'heure, on n'a pas eu le ballon, on a mis un ou deux contre parce que Dunkerque attaquait à tout va. Mais surtout, exactement comme tu dis, les plus belles victoires et celles que je me rappelle le plus quand j'étais joueur, c'était les victoires où tu gagnes à l'extérieur, tu mènes 1-0, tu souffres et tu souffres dans tous les sens et tu vois tes attaquants qui défendent, tu vois tout le monde qui essaye toujours de tacler, du pied, qui se jette. Et tu gagnes ce match-là à l'extérieur. C'est les victoires, on appelait ça les victoires fondatrices pour la suite. Parce que l'entraîneur, qu'est-ce qu'il fait à la fin du match? Il dit, regardez comment vous avez réussi à garder le résultat. Vous avez tous mis les fesses, je reste poli, les fesses par terre. Mon attaquant, Maignan, jusqu'à Simon, passant par Laporte, par tous les jeunes, vous vous êtes tous donnés face à une belle équipe de Ligue 2. Sur ça, il va s'en servir. Et même à la vidéo, nous à la vidéo, le coach, des fois, il nous faisait regarder carrément, ils font des montages et tout pour pas que ce soit trop long. Le coach, il arrivait, Jean-Marc Furlan que j'avais, regardez ensemble, regardez le dernier quart d'heure. Regardez vraiment tout le dernier quart d'heure, regardez ce que tu as fait pour ton copain quand il s'est fait passer, que tu l'as aidé, tu l'as relevé, que vous êtes battu. Simon, il nous fait une boulette. Faute de jeunesse aussi, il nous fait une erreur sur le coup franc. Ben Abderrebi, sur le coup franc, il est sorti à 4000 à l'heure pour rattraper l'erreur de son gardien et pour sauver la patrie. Regardez ça ensemble, regardez la façon dont vous jouez ensemble. Et ça, c'est hyper intéressant. J'ai adoré ces derniers quarts d'heure où ils se sont tous donnés. La friction à la fin, j'y reviens dessus. L'embrouille à la fin, parfait. Parfait. Il n'y en a aucun qui s'est enlevé du milieu. Ils sont tous allés. Chateau, il a été pris à partie. Ils sont tous arrivés. J'ai vu même Laporte venir. On a vu tout le monde. Parfait. Tu montres que tu es un vestiaire et un groupe. Tu montres vraiment ça. Donc, ce dernier quart d'heure m'a vraiment fait énormément plaisir, au-delà de la victoire qui est top. Mais ce dernier quart d'heure m'a montré qu'on avait un vestiaire très, très soudé. Ça a montré la solidarité, ça a montré aussi qu'il y avait du vice et le vice qu'il faut, du répondant mais avec le curseur placé là où il faut, parce que le piège aussi, quand il y a des fins de match qui sont comme ça très électriques, c'est justement de basculer, d'avoir le mauvais geste, et quand on est jeune, on l'a peut-être plus facilement, même si d'autres, des briscards l'avaient aisément. J'ai trouvé que c'était, voilà, on pouvait craindre à un moment donné que ça parte en vrille vraiment et qu'il y ait un carton rouge qui soit sorti d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Et là où j'ai trouvé cette équipe très intelligente, c'est que à la fois ils montraient les muscles, mais tout en ayant la retenue qui permet de ne pas se pénaliser, quoi, s'exposer négativement. Et ça, c'est pas évident. Ça montre aussi l'intelligence. Ça montre aussi que c'est une équipe qui apprend vite. Elle apprend vite par rapport, on disait, à la J1 et à la leçon retenue de savoir résister et conserver un résultat. Mais elle apprend vite aussi en termes d'expérience, parce que ça, normalement, il faut un peu de vécu et ces joueurs ne l'ont pas tous. Et ça veut dire aussi que les plus jeunes qui éventuellement montrent la grinta qu'on attend sont aussi canalisés par les plus anciens qui, à un moment donné, un Chateau, un Tardieu, un Laporte, comme tu disais, qui, à un moment donné, viennent aussi faire tampon. Et je trouve que, voilà, il y a cette intelligence, il y a cet équilibre et il y a cet apprentissage express qui est intéressant. Geoffrey? Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Je regardais justement mon voisin dans la tribune qui se plaignait de voir systématiquement les joueurs tomber, mais je lui dis, mais tu te rends compte que c'est quand même un geste de vieux briscard, quoi, sur les fautes. Ouais. Je lui dis, c'est quand même important de le faire. Ça, l'année dernière, on le faisait pas. On le faisait pas du tout. C'est-à-dire qu'avant, c'était nous qui étions un peu les cocus, si on peut me passer l'expression. Et c'était systématiquement nous qui étions peut-être trop gentils sur le terrain, qui étions trop honnêtes, beaucoup trop polis, beaucoup trop polissés sur le terrain. Et là, ça y est, ils ont tous 2-3 matchs de Ligue 2, de Ligue 2, mais ils commencent à tomber, ils commencent à faire des petits gestes, d'avoir des petits gestes de roublardise comme ça. Et ça, c'est vraiment très, très important, en fait. Ça fait partie du jeu. Et ça a marché parce que les Dunkerquois ont commencé à dégoupiller à la fin. Ils ont commencé à sortir de leur match et ça a vraiment grandement aidé dans la préservation du score. Et ça a permis aussi à Dunkerque de faire retomber un peu le soufflet, parce que à la 60e, ils ont commencé à faire rentrer Ayari, qui est un très très bon joueur sur le côté droit. Tout le monde s'y trompait pas, hein, et tous les gens l'attendaient, ils attendaient cette entrée-là, et justement que ça apporte de la percussion et que ça
ça fasse quelque chose, mais le soufflet, il est très très rapidement retombé parce qu'on a joué les choses intelligemment et on a joué avec du métier, ce qui est assez étonnant et paradoxal. Ayari Keita, on avait regardé le match avec Benji contre Reims, Dunkerque, qui les avait fait rentrer aussi en fin de match. Ils avaient changé, métamorphosé cette formation et c'est eux qui avaient permis d'obtenir ce résultat. Ce sont deux super joueurs. Concernant les expressions, je te rassure, je te mets à l'aise, Geoffrey, tu peux tout te permettre dans cette émission. Tu passes après Benji, tu peux y aller. Ça va. Prochain apprentissage, ce qu'on aimerait voir de cette formation, François, je fais appel à toi. Le score, il aurait pu être plus large. Il y a 2 occasions en fin de match, en tout cas en deuxième mi-temps, pour tuer la rencontre. Pays en a une, un face-à-face avec le gardien, et on a une action un peu similaire à celle de la semaine passée où les rôles sont inversés, ou en tout cas, on a Maignan qui se retrouve dans la position du buteur et qui ne sert pas, qui fait le choix de ne pas servir Nicolas Pays sur le côté droit. Elle est peut-être, je ne sais pas d'ailleurs, j'allais dire moins évidente que la semaine passée, j'en suis pas certain en le disant. Mais en tout cas, Maignan fait le choix de frapper. Il n'est pas complètement absurde ce choix de frapper, mais il ne transforme pas. Ça fait 2 occasions entre guillemets gâchées. C'est vrai que c'est peut-être l'un des axes sur lesquels va insister Zoumana Camara, c'est le fait de savoir. Alors oui, on voulait savoir conserver un résultat, on veut aussi savoir tuer un match. Mais c'est ce que disait Benji tout à l'heure. Je crois qu'il disait qu'on était encore 50% de notre potentiel. Ben, ce qui manque, c'est ça, c'est de savoir tuer les matchs. Exactement. Après le match qu'ils ont fait, tous ces jeunes, notamment Maignan, qui a fait du pressing toute la partie sur les défenseurs centraux, ben, peut-être qu'effectivement, en fin de match, il manque un peu de lucidité dans le dernier geste. Mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Et c'est pareil. Puis Nicolas Pays, qui avait été un peu en dedans sur les 2 premiers matchs, hormis son but, là, on a retrouvé son vrai visage et peut-être que lui aussi, il manquait un peu de lucidité à la fin. Et effectivement, c'est peut-être la marge et le potentiel qui leur manque encore pour tuer les matchs et être plus tranquille pour une fin de partie. On va passer au top et au flop. Benji, je te fais rebondir juste avant et va introduire le top et les flops. Sur ce que dit François, sur Pays, Nicolas Pays, il n'est pas forcément dans les tops et dans les flops sur ce match-là. En tout cas, vous allez l'entendre dans les différents répondeurs des supporters. Mais Nicolas Pays, quand même, buteur sur ce match. Il ne fait pas un grand match. Il ne fait pas une immense première mi-temps, Nicolas Pays. Il est encore discret. À la pause, on se dit, tiens, rebelote, le 3e d'affilée. Et finalement, il y a ce but qui intervient. Peu importe finalement le contenu de son match, j'ai le sentiment que ce but va le libérer et potentiellement le relancer. C'est ce que je te dis tous les week-ends. J'attendais le but de Maignan, j'attendrai quand il revient le but de Camara, j'attends celui de Mukiele parce que je sais quand tu es un offensif, psychologiquement de marquer, et même si tu marques un but en bois de raccro, ça te fait basculer psychologiquement. Et là, Nicolas Pays, on espère, il est en difficulté dans le jeu, un peu plus de balles, on espère réellement que ce but va le débloquer pour la suite. On l'a senti dans sa célébration, une libération. Dans sa célébration, on l'a senti de suite. On a senti ses copains contents pour lui parce qu'il savait très bien, je pense qu'il a la présence d'esprit, il arrive à analyser qu'il était dans le dur, il était moins bien depuis le début de saison. Donc, on espère vraiment que ça va l'aider. N'oublions pas aussi, parce qu'il y avait peut-être les débats qui pouvaient se poser avant ce match-là, est-ce qu'on repart avec Pays? Camara lui fait confiance. C'est le plus ancien de son attaque, c'est le vieux Briscard. Quand même sa 3e saison, même s'il arrive en cours de saison en Ligue 1 à Montpellier, c'est quand même sa 3e saison avec nous. Et donc voilà, il lui fait confiance, il ne fait pas un match exceptionnel. Mais par contre, pareil, il se bat, il se donne, il ne lâche pas. Il aide énormément son latéral avec qui il a une bonne relation. Et là, il marque une erreur. Là où je ne suis pas trop d'accord, tu ne m'as pas lancé tout à l'heure sur tu critiquais tu disais qu'il faut progresser sur la fin de match, dans le fait d'être décisif et tout. Ils jouent mal les 2 derniers coups, mais ils ont tellement couru que c'est très compliqué, c'est des contre-attaques. Mais moi, c'est ce que je disais dans mon préambule tout à l'heure. Moi, je nous trouve chirurgicaux offensivement. Parce qu'à Dunkerque, si tu regardes bien, on n'en a pas beaucoup. Des vraies situations, il n'y en a pratiquement pas. Il y a la frappe de Maignan en première, mais il est à 25 mètres. Tu as Vidal Cartou qui rate son contrôle en première. Et je nous trouve, depuis le début de saison, assez chirurgicaux. Là, Pays, son défenseur, il fait une seule erreur, plat du pied, but. À Nancy, contre-attaque, il se manque sur un alignement. Maignan, but, il fout but. On est assez chirurgicaux. Moi, je nous trouve qu'on est efficace offensivement parce qu'on n'a pas non plus 10 occasions par match. Donc, je tenais à relativiser ça sans Bébert, sans te. Voilà. Mais voilà, je tiens à relativiser. Je nous trouve depuis le début de saison assez efficace sur le peu d'occasions qu'on a. T'inquiète pas, Benji, t'as le droit de me contredire, je vais pas te virer. Ah, mais parce que je suis souvent d'accord avec toi, mais là. J'ai ce pouvoir, mais je vais pas le faire. Vous
vous avez même des journaux qui doivent mettre les notes. Heureusement que je suis épargné de ça, parce qu'il y a certaines notes que je ne serais pas capable de mettre. Les joueurs à la loupe, donc, avec les notes de Midi Libre qu'on va regarder en parallèle, même si c'est avant tout le collectif que Cédric du pool supporter Top et Flop veut féliciter. Écoutez. Bonsoir les Payadins. C'est pas bon ça, de gagner une deuxième fois à l'extérieur. Ouah, ça c'est top, hein. Et donc ouais, pour en revenir au sujet, pour mon top aujourd'hui contre Dunkerque, je pense que c'est tout notre bloc équipe, hein, et sa solidarité sur les phases de transition défensive et offensive aussi qui méritent de remporter la médaille. Je suis pas sûr qu'il y ait eu plus de 15 mètres entre deux joueurs sur tout le match, hein, franchement. La défense qui a été solide, qui reprend les automatismes de la saison passée. Le mieux qui, malgré le peu de références ensemble, a trouvé de la cohérence. Et les attaquants, hein, qui bossent comme des chiens de la casse, c'est un hommage à JB. Je vois quand même une mention spéciale pour notre Hichem Eliès Abderri Biskiri, qui du haut de ses 18 ans a livré une presta de 6 ans ancienne fabuleuse, hein, au combat. Pareil pour mon gars, qui joue plus d'une heure avec un jaune sans stress visible. Donc bon week-end de leader, les Payadins, et allez Payades, fais-nous rêver. Vous l'entendez, au-delà du collectif, Hichem Abderribi a donc frappé les esprits. 18 ans juste avant l'été, c'était au mois de mai, 11 minutes sur les 2 premières journées. Seulement, il était cette fois titulaire en raison de l'absence de dernière minute de Delam Meda qui était malade. Et il a donc époustouflé Cédric, vous l'avez entendu, mais aussi Maxime, Julie et Adrien. Et je vous fais réagir évidemment juste derrière. Bonjour Payadin et Payadine. Alors en top, je mettrai la classe biberon du MHSC avec un point d'orgue Hichem Abderribi pour sa première titularisation chez les professionnels. On avait l'impression de voir un vieux briscard. Il s'est fait respecter, n'a pas paniqué, a ratissé beaucoup de ballons, s'est même projeté vers l'avant et a cherché constamment à en relancer proprement. Il est clairement dans la continuité de la dynamique affichée la saison dernière avec les U19 nationaux. Une vraie personnalité au milieu de terrain. C'est prometteur. Bonsoir tout le monde, c'est Julie. Alors pour moi ce sera 2 tops ce soir. Sainte-Luce, que j'ai suffisamment critiqué l'année dernière pour constater que c'est un joueur transformé cette saison. Encore une fois, il a assuré et plutôt bien défendu dans l'ensemble. Et mon second top, c'est le petit jeune au milieu, Abderribi, épatant. Sur la fin, on a senti que ça piochait un petit peu, mais vraiment un top. À revoir. Salut les Payadins. Bon, j'ai bien revu le match. 2 points positifs pour moi. L'équipe, je trouve qu'on a une équipe assez solide. Vraiment, on a une équipe, les joueurs jouent les uns pour les autres. Tous les milieux de terrain défendent, les attaquants viennent aider les défenseurs. Donc on a un état d'esprit qui est vraiment irréprochable. Et le deuxième point positif, pour moi, je vais sortir un joueur, c'est Abderribi. Je sais pas si je l'ai bien dit, attention. Ce jeune-là qui est vraiment incroyable pour son premier match. Il me rappelle un peu Belanda lors de son premier match à Montpellier. Toujours porté vers l'avant, son contrôle orienté, toujours vers l'avant. Défend beaucoup et agressif. C'est tout ce qu'on cherche chez un joueur, en tout cas au milieu de terrain. Donc c'est sur ça que je m'appuierai vraiment dans ce match qui a été quand même assez difficile. Abderribi, donc, tout le monde n'a Dieu que pour lui après ce match-là. Et c'est vrai que quand on voit ces jeunes, on comprend pourquoi Laurent Nicolin a repris du poil de la bête après la Gambardella. Abderribi prend un 7 dans Midi Libre. Justifié, Benji? Ouais, totalement justifié parce que à l'image des autres, comme les autres sans complexe, première en Ligue 2, première en pro, aucune expérience et il rentre là-dedans. Il savait en plus qu'il rentrait dans un match qui était costaud. Mais Zoumana arrive à les préparer dans l'aspect mental. Il arrive à préparer ces mecs-là. Je pense qu'il est dans le labo à Gramont. Zoumana, il a ses gants, il a son masque et sa charlotte sur la tête. Et son labo, il trouve toujours des solutions. Il a pris le tube à essai. On lui a dit Meda est malade la veille du match ou le jour du match. Il a pris le tube à essai, il a regardé, il a dit Abderribi, allez, vas-y, je te lance. Et le gars, tu le lances. Et tu te retrouves avec un mec qui est au diapason et au niveau, et voire aussi bon que les autres dans le collectif. Tardieu, c'est différent. C'était sa première, mais Tardieu, on le connaît par cœur. L'expérience, on savait qu'il allait répondre présent. On savait le rôle qu'il allait avoir. J'ai vu du Tardieu, voilà, c'était ça. Mais lui, il me sort le tube à essayer, il me le met. Le gars, il me fait un match incroyable. Dans la lignée des autres, de Vidal Cartouche, Chenaï, Maignan, dans la lignée des autres. Je ne calcule pas ce qui se passe. Par contre, je me la file, je me la donne. Et le petit point bonus, c'est quand ils ont de la qualité, les mecs. Mais quand ils ont de la qualité et qu'ils ont la mentalité, ils ont fait qu'un match, il a fait qu'un match. Ça va être très long, ça va être très dur. On parlera de l'avenir aussi de Montpellier parce que j'ai des échos Bébert un petit peu
ce qui nous arrive là, c'est très bien, mais ça commence à parler dans toute la Ligue 2 et on va commencer, mine de rien, à droite à gauche à être attendu. Quand tu es attendu, ce n'est pas la même chose pour des jeunes. Mais en tout cas, chaque fois que Zoumana, pour l'instant, on est en plein rush parfait, on est vraiment bien. Chaque fois qu'il fait un choix, un truc, ça marche, ça fonctionne. Il fait rentrer un petit Ayem décisif à Nancy. Là, il fait Abderrebi, super match. Ça fonctionne bien parce que, je reviens à ce que je disais, le laboratoire de Gramont travaille très très bien. Ce n'est pas des coéquipiers pour moi. C'est vraiment des potes qui sont ensemble à Gramont, qui se connaissent depuis toujours. Abderrebi, activité permanente, jamais dépassée, toujours tourné vers le jeu, vers l'avant, comme le disait en effet Adrien. Il a un truc aussi, je te le disais hier soir Benji, et je l'ai tweeté, il a vraiment l'attitude du 6 en effet à l'ancienne, chasseur, gratteur, les genoux un petit peu pliés, le dos un peu courbé, toujours prêt à aller chasser son vis-à-vis. C'est en effet l'une des réussites de la soirée. Est-ce que du stade, messieurs, Geoffrey et François ensuite, c'est l'impression qu'il vous a donné? Vous étiez, je n'ai pas signalé tout à l'heure, mais Geoffrey était aussi à Dunkerque hier soir au stade. Il est rentré vraiment tête baissée sans faire de complexe. Et c'est vrai qu'on le voyait, comme tu disais, il y avait une gestuelle, c'est-à-dire tête en avant, courbé, et il était systématiquement bien positionné pour faire ses interceptions ou pour prendre les ballons dans les pieds. Et il y allait vraiment, vraiment avec une très, très forte agressivité. Et ça, c'était assez impressionnant. Alors après, on pourra toujours dire qu'au niveau de la sortie de balle, au niveau de ses passes vers l'avant, c'était pas parfait, c'était pas toujours. Il se contentait de faire des trucs vraiment très, très basiques, mais on l'attendait surtout au niveau défensif et c'est surtout là où il a assuré, où il a fait vraiment du super boulot, quoi. Donc même vu des tribunes, c'était impressionnant quand même. Une grosse débauche d'énergie. François, vous avez interrogé, toi et les confrères, vous avez interrogé Julien Laporte, donc tout à l'heure qu'on entendait à l'issue de la partie. Lui-même en a parlé, vous l'avez interrogé sur ça, mais lui-même a été assez dithyrambique, mais pas que sur Abderrebi, finalement, sur l'ensemble des jeunes qui, depuis la saison passée, dit-il, s'intègrent parfaitement, sont au niveau, sont à l'écoute et s'intègrent facilement en fait dans ce collectif. Exactement. Sa réaction, c'est de dire, avec ces jeunes, plus rien ne me surprend. Il dit, ouais, c'est plus le football d'avant où les jeunes mettaient du vent à se mettre en avant dans un collectif. Maintenant, ils rentrent sans complexe. Effectivement, moi, Abderrebi, il m'a bluffé sur ce match. Dès les premières minutes, il était dans le ton. Comme l'a dit Geoffrey, effectivement, avec le ballon, en première mi-temps, c'était un peu dur, faisait plus des passes latérales, mais on l'a senti au fil du match se libérer, de prendre de plus en plus confiance. Et en deuxième mi-temps, c'était plus tourné vers l'avant, et c'est ce que aussi Zoumana Camara nous a dit en conférence de presse. Et Julien Laporte, il a parlé d'une autre chose sur laquelle je crois que vous l'avez aussi interrogé, c'est la dimension physique de ce début de saison, avec une prépa qui est calibrée pour qu'il soit très en forme dès maintenant. Et on le voit chez l'ensemble des joueurs, mais ce qui me frappe moi, c'est qu'on le voit chez les jeunes. Et alors oui, Abderrebi est un joueur qui sans doute a du coffre et du volume, mais Lassine Maignan-Pavé nous fait des 90 minutes, il a 16 ans. Abderrebi n'a que 11 minutes en 2 matchs en Ligue 2, il jouait la saison dernière en U19, il fait les 90 minutes. Enfin, je trouve que c'est impressionnant chez des jeunes joueurs, Benji, d'avoir cette capacité à tenir tout le match et sans qu'il y ait finalement une inconstance dans la prestation. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas à un moment donné, même si, allez, peut-être, voilà, il peut y avoir des moments évidemment dans le match où ça disparaît un peu, il peut y avoir des crampes sans doute dans les dernières minutes, mais je trouve que globalement, ces joueurs-là résistent parfaitement à l'intensité d'un match entier. L'aspect physique est surprenant aussi. Chez des jeunes comme ça, l'intensité, ils n'ont pas l'habitude. Ils ont joué à N3 pour la plupart, ils ont joué en jeune, à U19. La Ligue 2, tout le monde te dit c'est un autre monde dans la vitesse d'enchaînement, dans le rythme des courses, dans tout ça. Et c'est vrai que c'est surprenant aussi, même si la prépa a été bonne, elle a bien été gérée, c'est surprenant qu'ils tiennent comme ça. Celui qui me choque, tous ils me choquent un peu plus, mais celui qui me choque le plus dans l'aspect physique, c'est la pépite, c'est Maignan. Maignan, je le vois hier, on a 3 contre-attaques à la fin, alors il finit pas, ça c'est ce que tu veux. Mais par contre, il y va à fond, il met 5 mètres au défenseur quand il y va à fond. 3 fois la contre-attaque. Le coup de sifflet final, c'est une contre-attaque de Saint-Luce qui part aussi, ils se font parler. Il part limite au but, déjà alors que tu mènes à l'extérieur. Mais physiquement, Maignan, il enchaîne les courses de la première à la 90e, très peu crampé, très peu fatigué et tout. Comment il fait à cet âge-là? Il a connu que les jeunes, la N3. Comment ils ont fait en une prépa, donc en un mois et demi, on va dire, depuis qu'ils ont repris. Comment ils ont fait pour ces joueurs-là, les adapter aussi vite à la Ligue 2 et au haut niveau? Physiquement, les Chenaï, bon, il a une saison dans les pattes,
Il y a un Vidal Cartou qui a pratiquement pas joué la saison dernière. Des Rébi, les petits jeunes qui tiennent comme ça. Alors la jeunesse, c'est sûr, quand tu es jeune, un Tardieu, il aura plus de mal à enchaîner. Mais par contre, ils ont assimilé très très vite l'aspect physique dans la vitesse de jeu, dans les courses et les efforts. C'est l'une des choses qui me surprend aussi. On parle du jeu, parce que là, on parle du jeu, mais l'aspect physique est surprenant aussi chez les jeunes. Et comme on disait tout à l'heure, ils sont qu'à 50%, parce que la salle, ils vont en manger encore pendant 10 ans. Des prépas physiques, ils vont en connaître pendant 10 ans. Jusqu'où ils vont aller? Mais ils sont déjà prêts. Laporte et Pays, donc on la même note, un 7, le capitaine Antolier et Pays relancé, on en a parlé dans Midi Libre. Julie cite aussi Sainte-Luce, on l'entendait dans le répondeur, alors que Mwanga est nommé chez Cédric comme chez Jérémy. Écoutez. Salut les pailladins. Écoutez, un match abouti de la part de notre équipe, beaucoup de solidarité, mais il faut ressortir un joueur ou deux et on peut forcément parler du bloc défensif aujourd'hui, et particulièrement j'ai envie de mettre en avant Mwanga qui a fait de nombreux dégagements de la tête, qui a vraiment aidé l'équipe dans la surface, et de Chateau qui aurait pu avoir le titre de meilleur joueur la semaine dernière. On l'a un peu oublié, mais cette fois il a vraiment été très très bon encore une fois et il faut le souligner. Sainte-Luce, Mwanga et Chateau qui prennent un 6 dans Midi Libre. J'imagine que là aussi vous avez aimé. Je vais vous faire réagir, mais juste sur Chateau, au moment où on enregistre cette émission, évidemment c'est le mercato, ça peut évoluer très rapidement et peut-être qu'au moment où vous l'écoutez c'est déjà terminé, mais au moment où on enregistre, on vous donne quand même l'info. Enzo Chateau, samedi après-midi, 17h. Enzo Chateau sur le départ, c'est pas tout à fait finalisé, il y a des discussions qui sont en cours à l'heure qu'il est avec un club de première division étranger. C'est pas en Angleterre, il y a eu des contacts à un moment donné avec la Championship et notamment avec Blackburn qui est sorti sur les réseaux sociaux, mais c'est pas Blackburn a priori qui raflerait la mise, et Enzo Chateau serait donc sur le départ. Il serait remplacé, Enzo Chateau, de toute façon et quoi qu'il arrive, par un latéral droit. Montpellier en discussion avec plusieurs joueurs pour occuper ce poste-là si le transfert de Chateau devait se réaliser. C'est vrai que ce serait une grosse perte. On en a déjà parlé la semaine passée dans le numéro 2 du Montpellier Sport Club, parce que Chateau a pris une nouvelle dimension. Chateau est devenu essentiel dans son couloir. Chateau est devenu un des latéraux les plus en vue sur ce début de championnat et sur la fin de la saison précédente. C'est vrai qu'on va le regretter. C'est aussi un des tauliers de cet effectif, finalement, sans avoir 30 ans. Voilà, si ça doit se finaliser, encore une fois, peut-être que vous écoutez et que c'est fait. C'est vrai qu'on va le regretter. Sainte-Luce, Mwanga, Chateau. Est-ce que Geoffrey, tu voulais réagir par rapport aux 3 ou par rapport à ce que je viens d'évoquer? J'étais content en fait que Julie mentionne Sainte-Luce, parce que c'est vrai que moi aussi, dans la mesure où c'est vrai qu'il était en première mi-temps de mon côté, j'ai vu qu'il avait vraiment éteint son vis-à-vis et qu'il avait vraiment fait un très très bon match, je trouve. Je trouve qu'il a beaucoup progressé, il se lance beaucoup moins, il se jette beaucoup moins, il est beaucoup moins en retard, il se replie beaucoup plus rapidement aussi. Je trouve qu'il a fait beaucoup de progrès de ce côté-ci. Il a eu vraiment une grosse débauche d'énergie, et pourtant, en face de lui, il avait Dao qui était quand même un client physiquement. Donc je trouve que vraiment, pour moi, c'est une des belles satisfactions de la soirée, et j'étais content que certains le voient aussi. Parce que c'est vrai qu'on a eu tendance à beaucoup tirer sur lui, mais aujourd'hui, il faut dire quand même les choses, il a été très bon. On aurait préféré que Dao passe son week-end à Rome. Mais T'es sûr qu'elle allait la faire, tu me l'as déjà faite par message, c'est bon. C'est très très bon. Non, mais c'est vrai que en regardant Reims-Dunkerque, j'avais très peur de ce joueur. Alex Dao, ivoirien, virevoltant sur son côté. Mais c'est vrai qu'il a été maîtrisé. Il a été bien maîtrisé. Et Sainte-Luce, oui, faut aussi en effet savoir le reconnaître. Et tu fais bien de le dire. Et Julie également fait un début de saison qui nous satisfait. C'est ça qui est assez paradoxal. Hein. C'est qu'au final, c'était notre grosse faiblesse. Et là, ça devient... malheureusement pas pour longtemps, enfin je sais pas encore, peut-être que si, mais en tout cas on est en train on vient d'atteindre une sorte de petit équilibre, quoi. Après la saison est longue évidemment, mais ce serait bien qu'on puisse conserver ça quand même. En tout cas, bon, on aura un latéral droit, ça c'est certain. Ce ne sera pas seulement El Hanach si Chateau doit s'en aller. On sera très heureux s'il reste, mais s'il doit partir, la cellule et la direction sous l'égide désormais de Antoine Di Fraia travaille bien. C'est vrai qu'on a un mercato, on pourra en reparler dans le débat tout à l'heure autour de Zoumana Camara, mais on a un mercato qui est quand même plutôt satisfaisant avec peu de moyens au départ et finalement quelques euros lâchés
parce que les Nicolins ont un peu plus de mou. Et pour le moment, on n'a pas de mauvaise pioche. En tout cas, je n'ai pas le sentiment. On a des garçons, sans doute, comme Mamadou Camara, qui peuvent encore progresser et apporter. J'espère que ce sera le cas, parce qu'il y a encore une sorte de doute à son sujet quand on passe en plus derrière Mendy, qui, quoi qu'il arrive, était un buteur. Mais c'est vrai que voilà, que ce soit les IM, il y a quand même beaucoup de satisfaction dans ce mercato. Donc j'ai tendance à faire confiance à la cellule de recrutement et à ce qu'est en train de faire Antoine Di Fraia et ses hommes pour aller nous chercher un latéral droit qui sera capable de tenir la baraque. Mais c'est vrai qu'il faudra aussi passer derrière Chateau désormais. Un joueur moins en vue, tiens, c'est Maxime qui nous le donne. Il n'y a pas de flop sur ce match-là, pas vraiment, mais Maxime nous donne quand même un joueur qui, à ses yeux, est un peu plus discret sur cette partie. Peut-être Nordan Mukiele. Il ne faut pas négliger ses efforts défensifs et son activité, mais il a davantage péché offensivement. Dans le dernier geste ou la dernière passe, il lui a souvent manqué de justesse. Peu en vue, malgré une vraie débauche d'énergie qu'il faut souligner. 5 pour Mukiele dans Midi Libre, comme pour Vidal Cartou et Tardieu. Flo Tardieu qui jouait son premier match de Ligue 2 avec Montpellier, blessé en fin de prépa. L'ancien Stéphanois est pourtant le top de Dorian. Salut à tous et à toutes. Alors concernant mes tops, je mettrai en général l'équipe. Une équipe très jeune, mais malgré ça qui a beaucoup de vices. Une équipe de combattants. Une équipe qui ne s'est pas arrêtée de courir pendant 90 minutes. Et pour faire ressortir un seul joueur, je mettrai Flo Tardieu, qui on a senti serein et qui a apporté toute son expérience pour la Ligue 2. Quel sentiment chez vous, messieurs? Perso, c'est que la présence de Flo Tardieu a sans doute rassuré, sérénisé ce milieu de terrain sans qu'il en ait fait des caisses, sans qu'il ait été triomphant ou je ne sais pas ce que certains pouvaient attendre de lui sur un premier match de Ligue 2. Mais moi, j'ai trouvé sa présence importante. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, il m'a fait du Tardieu, il a fait exactement ce que j'attendais de lui. C'est voilà, gestion du tempo, intelligence, parce qu'on parle d'Abderrebi, on fait que parler d'Abderrebi depuis tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas que si Abderrebi il est rentré comme ça dans son match, il a été aussi intéressant, c'est parce qu'il avait un ancien à côté qui lui a parlé tout le match et qui l'a aidé. Et il m'a fait du Tardieu, c'est ce qui était prévu. On voit que physiquement, il n'est pas encore prêt, il reprend après sa blessure. Mais il va être, je l'ai dit, il va être un rouage essentiel dans cette pépinière qu'il a autour de lui, que des gamins. Lui, ça va être un petit peu le gars qui va driver tout le monde, gérer tout le monde. On parlait de l'aspect mental, qu'il y a des frictions, il y a des problèmes. Il va gérer tout ça. Donc, chaque fois qu'un jeune performera surtout au milieu de terrain ou derrière, il faudra toujours penser, comme je te le disais avec Mwanga, quand on a vu Mwanga qui éclot, mais parce qu'il a la porte à côté, qui lui parle tout le match et qu'il aide tout le match, mais Tardieu, ça va être la même chose. En plus, là, il a des biberons autour de lui, les Vidal Cartou, les Chenaï, les Meda, il a que des Abderrebi, il a que des Ayem, il a que des enfants avec lui. Donc voilà, chaque fois, il va les aider. Ça, bien évidemment, il a été pris pour ça. J'ai vu sa réaction hier. C'était en zone mixte, je crois, François, où il a expliqué exactement que Zoumana l'avait aussi pris pour ce rôle-là. Ça va être le grand frère, le tonton de tous les jeunes. Et il va falloir, bien évidemment, sportivement, il va falloir qu'il assure. Attention. Mais il va être autant important dans le vestiaire et sur le terrain, à la fois dans la mentalité gérer les jeunes que dans l'aspect technique, parce que jouer les 300 matchs en Ligue 2, il la connaît par cœur, la Ligue 2. François, sur Flo Tardieu. Ouais, je suis d'accord avec Benji et je pense aussi qu'il va beaucoup apporter sur les coups de pied arrêtés. Sur les matchs de préparation, tous ces coups de pied arrêtés étaient dangereux. Hier, il les a bien tirés. Et effectivement, c'est un papa, il rassure au mieux, il connaît le travail de compensation à faire à côté des enfants, comme dit Benji. Et en fait, il y a un papa derrière, il y a un papa au mieux, et c'est essentiel dans cette équipe de gamins. Un papa, des enfants, un tonton, Geoffrey. Ben moi, je suis un peu plus nuancé, même si j'avais fait un peu la même analogie où, à la mi-temps, je ne sais pas si sur le groupe WhatsApp des supporters, j'avais dit qu'on aurait dit un papa un peu au City Stade avec ses gamins, tu sais, qui les laisse un petit peu jouer et puis qui reste un peu autour, puis qui fait 2-3 passes pour essayer de donner un peu la réplique. Mais c'est un peu ça au final. Mais moi, je ne savais pas trop quoi penser de son match au bout du compte, parce qu'en première mi-temps, j'ai trouvé qu'il allait toucher peu de ballons. Il faisait les courses, il prenait les intervalles, il essayait d'offrir des solutions, il essayait de faire des choses. Mais je ne l'ai pas vu vraiment aussi. Je n'ai pas vu prendre ce rôle de plaque tournante que je pensais qu'il prendrait, en fait. Et le truc, c'est que je ne l'ai pas vu toucher beaucoup de ballons. Et ensuite, en deuxième mi-temps, je l'ai trouvé qu'il était quand même en difficulté sur les phases défensives, qu'il était facilement éliminé, qu'il était facilement en difficulté quand face à des mecs un peu plus rapides. Et ça m'a un peu gêné, en fait. Et du coup, je me dis, est-ce que, effectivement, peut-être que par sa présence, il a réussi à rassurer un peu les autres?
est-ce qu'il a réussi à les aider, comment dire, un petit peu avec la voix, en leur donnant des conseils, etc. Donc peut-être que c'est en ça qu'il a été très bon, peut-être. Mais c'est vrai que moi, il m'a pas frappé en fait sur son niveau de jeu. Mais c'est peut-être des choses que j'ai pas vues ou je sais pas trop. Mais Non, mais tu as raison. Je pense qu'il a pas fait attention, il a pas fait un grand match. Après, c'est physiquement, je pense que blessé depuis un moment, il arrive dans un match à haute intensité malgré tout. C'était un match à haute intensité avec un milieu performant en face. Je pense que c'est physiquement qu'il a pêché un petit peu. Et pareil, il va monter crescendo. Ça, les anciens comme ça, faut qu'ils jouent. En fait, faut qu'ils jouent. Dès qu'ils jouent pas pendant, ça fait quoi? Ça veut faire 3 semaines. Il était arrêté un mois, peut-être 3 semaines, un mois. c'est ça. À cet âge-là, tu t'arrêtes 3 semaines, un mois, c'est pas comme un jeune, hein. Là, tu morfles et tout, il faut revenir petit à petit. Il a fait son match, on va dire, PPR, il a géré. Je vais l'attendre contre Boulogne. Je veux voir ce que ça va donner contre Boulogne, parce que là, il va falloir en mettre un peu plus aussi. On aura le temps d'en parler de ce match. Mais voilà, pour un match de reprise, ça me convient. Croyez-en l'expérience de ce vieux vétéran de Benji Psaume. Ouais, c'est ça. Un flop, un vrai, il est signé Cédric et Dorian. Et il était sur le terrain, mais il était dans aucune des deux équipes. Pour ce qui est du flop, je citerai le manque de respect des arbitres en général et encore ce soir, hein. C'est pas possible. On nous met des cartons, on nous respecte pas, on est quand même la paillade, quoi. Franchement, ils tombent tous dans le panneau. Alors moi, je veux bien l'avoir, c'est pas le top, hein, mais bon, au bout d'un moment, quoi, il faudrait que l'arbitre il revisionne le match, il soit un peu cohérent, parce que qu'il soit mauvais de façon générale, ok, mais qu'il soit incohérent entre deux actions quasiment identiques, c'est pas possible. Il nous faut sortir nos joueurs quand ils sont blessés ou ils ont quelque chose, ils nous fait sortir pendant 1 minute sur le bas-côté, et eux, leur capitaine là qui se blesse à un moment donné, ou qui a une crampe sur un corner, ils sortent même pas, et ils ne parlent pas des cartons. Donc c'est mon petit coup de gueule de ce soir. Concernant mes flops, je mettrai seulement la bourde de Simon, qui m'a fait vraiment flipper. Et après, le niveau arbitral hier soir entre Dunkerque et Montpellier était vraiment pas bon. Des décisions incompréhensibles, un manque de cohérence tout au long du match, qui a entraîné beaucoup de frustration côté montpelliérain. L'arbitre n'a pas su tenir son match, et notamment dans les moments importants. Je vais revenir sur Simon dont les fils se sont touchés. Mais d'abord, l'arbitre qui prend 7 dans Midi Libre. Est-ce que François, ça veut dire que tu partages pas l'avis de Cédric et Dorian et peut-être Geoffrey, Benjamin également, je sais pas. Alors 7, c'est une erreur. Mais en fait, en ironiciste, moi, j'ai trouvé qu'il a tenu son match. Après, effectivement, il se trompe peut-être sur le carton de Mwanga en début de match. Mais je pense qu'il est impressionné par le choc parce que Mwanga sort sur son attaquant et l'autre joueur qui arrive de côté, il ne le voit pas, il se télescope. Alors, je pense qu'il est plus impressionné. Et après, vu le contexte en fin de match où les Dunkerquois ont essayé de pourrir la rencontre, je pense qu'il y en a d'autres qui auraient mis des rouges. Après, ouais, non, je trouve qu'il a tenu son match. On a vu largement pire en Ligue 2 la saison dernière. Est-ce que vous voulez réagir sur ça, Geoffrey, Benji, ou est-ce qu'on passe à Simon? Moi, j'ai pas été choqué par l'arbitrage forcément. Je pense qu'il y en aura des arbitrages beaucoup plus compliqués quand il y aura des grosses décisions, des pénaux ou des rouges. Il y aura des arbitrages plus compliqués. Ça m'a pas choqué. L'arbitre, je l'ai trouvé. On dit toujours qu'on trouve un arbitre bon lorsqu'on l'a pas entendu et qu'on n'a pas remarqué sa présence. Autant en première mi-temps, je l'ai trouvé, je l'ai pas remarqué du tout et je pense qu'il a fait son match. Autant en seconde, et c'est vrai qu'il a été très permissif. Et surtout, ce qui me restait un peu en travers de la gorge, c'était la dernière contre-attaque sur le coup de sifflet final où on est censé aller marquer le but ou du moins essayer, il a interrompu complètement l'action, si je me souviens bien. Ça, c'est vrai que ça m'a un peu fichu les glandes. Mais bon, après, c'est pas vraiment sa prestation que j'ai retenue. Pour moi, il vaut pas 7, ça c'est évident. Mais de là à vraiment mettre en exergue sa performance. Bon. Pour Simon, en effet, ballon dans les mains, ballon mis au sol, puis repris en plongeant sur le ballon face au pressing adverse. Sa réaction sur le coup, tu te demandes même s'il sait qu'il n'a pas le droit, limite. Quand tu vois sa réaction de suite comme ça, c'est Robinet, il est malin, Robinet, il est à côté, et il a vu, mais quand il la reprend, après, l'arbitre, il arrive ici, tu le vois, il est comme ça, il dit quoi? Tu te dis presque. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, on l'a mis en top. Moi, Nancy, je l'ai mis en top. Je n'ai pas mis Ménian, je l'ai mis en top. J'avais dit, il a progressé dans le jeu aérien, dans énormément de choses, mais c'est comme cette équipe, comme cette jeunesse, d'un coup, un saut de concentration d'un mec, ben bam, tu peux te flinguer le match.
Heureusement, il n'y a pas eu de conséquences derrière. Mais gardien, normalement, quand tu as une sorte de concentration, normalement, tu es puni, parce que ça peut être buts ou pénaux ou ce que tu veux. Donc voilà, à travailler avec Magno Novaes, bien évidemment, ils vont travailler ça. Parce que quand ça va être les matchs au couteau, et si on joue vraiment le haut de tableau, que tu vas arriver à 4-5 journées de la fin, tu vas jouer peut-être les synthés, les grosses équipes et tout, tu ne peux pas te permettre du gardien à l'attaquant une sorte de concentration comme ça, parce que tu es foutu. Et là, c'est vrai que c'était... j'ai revu le Simon qu'on n'aimait pas la saison dernière, quand il nous faisait qui regardait à droite et à gauche, je ne savais pas qu'il gagnait 40 secondes pour s'allonger par terre. Tu revois des trucs, voilà. On ne lui en veut pas, il n'y a pas eu de conséquences, et il nous fait un très bon début de saison quand même, attention. Mais ça peut servir d'alerte. Zoumana peut s'en servir et Magno Novaes peut s'en servir. Il a un potentiel de malade, il a un niveau qui a grimpé durant l'été, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette question, Geoffrey, sur la fiabilité à des moments du match, qui sont des instants souvent très courts, mais qui peuvent coûter très cher. Tu as tout dit, en fait. C'est que c'est un gardien qui a de très belles aptitudes, qui est capable de faire des choses incroyables sur sa ligne ou de loin. Mais le problème, c'est qu'il y a des moments où j'ai l'impression qu'il vrille. Et quand il vrille, il y a un truc qui se passe et soit il se trouve complètement, soit il fait des erreurs techniques comme ça qui sont vraiment emmerdantes, quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué, c'est très compliqué. Et moi, c'est ça qui fait que je n'arrive pas à le considérer comme un vrai très bon gardien et je le considère encore comme un gardien standard, parce que pour moi, il n'a pas encore passé un step sur la concentration et sur le mental, quoi. Pour moi, il a un truc. Je pense qu'il essaye de rester vraiment complètement à l'écart du réel. Il essaye de rester un peu dans sa bulle. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que quand, à un moment donné, il y a trop de pression, ça le fait vriller, quoi. Mais tu sens qu'il est atypique, je trouve, même dans sa communication. Même quand on lui pose une question à Gramont, que ce soit les journalistes, que ce soit des fois sur les vidéos du club, tu sens un garçon très atypique, avec une pointe en effet de déconnexion. Alors si elle était que en dehors du terrain, ça irait, mais parfois elle est sur la pelouse et c'est là que c'est compliqué. Bon, je pense que c'est quelque chose en effet qui ça va être son vrai cheval de bataille, et ça va être celui de Magno Novaes, parce que s'il arrive à gommer ça devient en effet, comme tu disais Geoffrey, je pense un gardien qui sort du gardien moyen et qui va devenir un gardien potentiellement très regardé, et qui est sans doute déjà scruté. Oui. Comme tu disais, en conférence de presse, des fois, il y a des réponses, on ne sait pas là où il veut en venir. La dernière fois qu'il est venu, il n'avait pas envie de répondre. Enfin, c'est... Voilà. Et après, pour revenir avec l'action avec Robinet, sur quelques minutes avant, il avait empêché de dégager, comme s'il essayait de lui rentrer dans la tête. Et peut-être effectivement ce qui s'est passé. Et je dirais, plus globalement, on a l'impression que les Dunkerquois savaient que les Montpelliérais étaient jeunes et qu'ils ont essayé, notamment à la fin, de leur faire péter les plombs, péter un club, et qui craquent parce qu'ils avaient des jeunes en face d'eux. Et je pense que ça, c'est un peu un résumé de ça. Et ça, François, c'est ce que j'ai un petit peu évoqué. Toute la saison, les causeries des entraîneurs adverses, ça va être axé là-dessus. C'est clair. C'est une équipe de gamins, c'est une équipe de jeunes. Ils n'ont pas l'habitude. Faites-les vriller, faites-les dégoupiller. Soyez vicieux. Toute la saison, ça va être ça. Et Robinet, c'est l'exemple type. Il sait qu'il est un gardien très jeune, un petit peu comme on a dit, qui a des sortes de concentration fantasques. Il s'est dit, à chaque fois qu'il va dégager, je vais me rapprocher de lui, je vais l'emmerder. Et chaque fois, je vais lui parler. Il a dû lui parler tout le match et tout. Ça, c'est le vice. Et ça, malheureusement, on ne l'a pas dans notre équipe. Vraiment, ça ne s'achète pas. Et donc ça, il va falloir s'y préparer aussi. On va être de plus en plus, on va être reçu de façon de plus en plus hostile. Parce qu'on commence un petit peu, on est au début, mais Montpellier commence un petit peu à faire parler et à faire peur aux adversaires. Donc, tu vas voir que Maignan, il va commencer à se retrouver avec des défenseurs centraux qui ne savaient même pas Maignan qui c'était. Il y a 2 mois, ils ne savaient pas qui c'était. Et là, ils voient les articles, les trucs, mais les défenseurs centraux de Boulogne, de qui tu veux, ils vont aller commencer à lui parler et à lui chatouiller les chevilles, à lui parler. Ah, c'est toi la star, c'est toi qui dois aller à Paris, au Real Madrid. Mais finalement, tu n'es pas si terrible que ça. C'est le foot, c'est le vice. Et Robinet, c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'on va subir toute la saison. Je te dis pas que je l'ai fait, bébé, rigole pas, je le faisais pas ça. Mais on me l'a déjà fait. C'est vrai que juste, ça avait commencé pour Maignan, là, contre Dunkerque. Parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait systématiquement 3 joueurs sur lui. Il a subi énormément de fautes. Et pourtant, il a réussi quand même à rester assez, je trouve, à garder la tête froide pour sortir ces belles courses comme ça à la limite du hors-jeu à chaque fois. Je trouve que quand même, il a été
Sacrément traité hier. Et il a été pris en grippe par le public dès le début du match où il s'est fait siffler parce qu'il lui reprochait d'être resté à terre sur la première action. Et ça me fait partie aussi. Ouais. Et c'était quoi ta question? C'était le débat, la question aujourd'hui, prépa, recrutement, philosophie, ce début de saison donne-t-il entièrement raison à Zoumana Camara? Il a parlé de reconstruction, on avait tous du mal à l'entendre, tout n'était pas parfait la saison dernière, ça a mis du temps à se mettre en route, on a déploré des rechutes à certains moments, on avait du mal à voir parfois où il voulait aller, on n'a pas compris la gestion de TJ, pas toujours compris sa manière de communiquer, il demandait du temps, on était très impatients, mais à l'arrivée, même si on n'est qu'à 3 journées, est-ce qu'il n'est pas sur la bonne voie, notre Zoumana Camara? Une équipe rajeuni, un effectif maîtrisé qu'il a en grande partie dessiné, un projet qui a l'air de marcher, une prépa intéressante, des résultats d'entrée, l'osmose avec la direction, ce qui n'est pas évident à Montpellier avec les Nicolins quand on vient de l'extérieur, des joueurs qui ont l'air de s'apprécier, de matcher. Ça ressemble à la bonne formule, même si ça demande évidemment confirmation sur la durée. Zoumana Camara, est-ce que ce début de saison, c'est la question, lui donne entièrement raison? Benji, Geoffrey et François. Je vais essayer d'être rapide. Entièrement, c'est encore tôt. Attention, c'est encore tôt. Par contre, ce qu'on a analysé, ce qu'on a vu, c'est comme tu dis, la direction lui a laissé en gros les pleins pouvoirs. Aussi dans le recrutement, il a eu son mot à dire. Comme j'ai expliqué la semaine dernière, il a réussi à façonner, investir à son image, investir très très jeune et avec une grosse marge de progression. On se souvient de son passé au PSG. Il aime avoir des jeunes comme ça qui peut façonner, qui peut gérer et leur donner des axes de progression plutôt que je pense, comme avec le cas de TJ l'année dernière, avoir des briscards avec qui il peut avoir des soucis en termes d'ego, de statut et dans un vestiaire. Donc, il a fait investir à son image, où vraiment il y a des marges de progression importantes. Force est de constater que ça fonctionne bien, puisque, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tous les jeunes, pour l'instant, ils répondent présents. Mais c'est encore un petit peu tôt, il ne faut pas être fou. Là, on est content, on est premier de Ligue 2, on est à la 3e journée, on n'est qu'en août. Je veux voir comment le vestiaire là va réagir à la première défaite. C'est toujours à la première défaite que tu vois vraiment ce qu'on a dans le ventre et tu verras. Je veux voir qu'est-ce qu'il va faire en termes de coaching, qu'est-ce qu'il va améliorer un petit peu, les axes à améliorer. Mais force est de constater qu'on lui a laissé les mains libres depuis pas mal de mois et ça fonctionne. Je pense encore, malgré tout, tu connais mon avis et je vous le dirai dans chaque émission. Et si j'avais eu tort à la fin, je serais très content d'avoir eu tort. Je pense qu'il me manque 1 ou 2 briscards dans cette équipe. On parlait un gars de la porte derrière, Tardieu au milieu. Je pense que devant, il me manque un briscard aussi. Il me manque 2-3 gars. On sait qu'il y a Michel qui est gardien remplaçant, qui est un peu plus ancien, mais il n'est pas sur le terrain. Il a un rôle dans le vestiaire, mais pas sur le terrain. Il me manque 1 ou 2 vieux, parce qu'on est tellement jeunes que à un moment donné, cette jeunesse, on l'apprécie, on l'adore en août, mais à un moment donné, quand ça va être un peu plus compliqué, il va falloir que des mecs prennent la parole dans le vestiaire. Il va falloir aider, soutenir quand ça va être plus dur. Donc, c'est juste ça mon interrogation sur l'effectif montpelliérain. C'est que ça, mais force est de constater que pour l'instant, tous les signaux sont ouverts. Mais le foot va très, très vite, Bébert, tu le sais autant que moi. Geoffrey, est-ce que Zoumana a tout bon? Je suis assez d'accord avec Benji dans ce qu'il dit. Je pense que pour l'instant, oui, il est dans le vrai. Mais c'est vrai que la saison, elle va encore se dérouler et d'autres vérités vont surgir et peut-être pas forcément en sa faveur. Donc, il vaut mieux rester assez prudent. C'est vrai que contrairement à l'année dernière où il était encore en train de lutter avec des restes du groupe de Ligue 1 qu'il essayait encore de composer avec, il avait aussi beaucoup plus d'incertitudes sur l'effectif parce qu'il y avait plein, notamment Béchir, où il y avait pas mal de comme ça d'inconnus où il ne savait pas vraiment sur quel pied danser, il ne savait pas trop comment renforcer l'effectif parce qu'on ne savait pas si un tel allait rester ou pas. Là, il a quand même beaucoup plus de certitudes, il a complètement épuré l'équipe, il a complètement épuré le groupe, il a donné vraiment son avis à 100%. Là, il a les joueurs qu'il a voulu, il a renforcé les secteurs qu'il a voulu renforcer, du moins dans la mesure de nos moyens. Et je suis d'accord, il manque vraiment encore des éléments d'expérience, et notamment sur la ligne offensive, je pense. Mais dans tous les cas, là, il a un groupe qui lui ressemble. C'est-à-dire, c'est vraiment un groupe sur lequel il a des facultés, il sait maîtriser les jeunes joueurs, il sait le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui lui ressemble vraiment, et ça se voit cette année. Il y a une équipe qui est quand même vachement plus structurée. On sent l'équipe, elle est beaucoup plus solide et beaucoup plus disciplinée. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui ressort vraiment d'assez intéressant en fait sur ce début de saison. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'il va réussir à les faire progresser d'une part, et aussi à combler un peu les carences qu'ils ont, et notamment cette folie parfois, comme on a pu le voir contre Dijon, qui est difficile à canaliser. Et voilà, et ces petits manques de concentration aussi par moment. François.
Oui, je suis d'accord avec ce que Geoffrey et Benji ont dit. Je trouve qu'il récolte les fruits de son travail, tout simplement. Hein. Je crois que on est allé rechercher la stat. Là, ça fait depuis avec la saison dernière, ça fait sur les 12 derniers matchs, Montpellier n'en a perdu qu'un. Sur les 7 derniers matchs à l'extérieur, ils ont gagné 4 fois. Et ça, c'est quand même des signes que sa méthode est en train de prendre. Hein. Et je voulais aussi souligner le travail qui a été fait sur les blessés, que ce soit Mwanga et Saint-Luce qui se blessaient régulièrement. Avec ce staff, ils sont arrivés à faire ce que ces joueurs enchaînent. Et Dieu sait qu'à la Payade, on a eu souvent des joueurs blessés qui faisaient le yo-yo entre l'infirmerie et le terrain. Et je pense que ça, c'est aussi à mettre à son crédit. Tout ce que vous avez fait hier dans votre vie, vous l'avez fait. Que ce soit bien ou mal, vous l'avez fait. C'est fait, c'est fini. Moi, ce qui m'intéresse, c'est demain. Et c'est ce que je dis à mes joueurs. Le prochain match, messieurs, à présent, c'est donc la réception de Boulogne vendredi soir. Mauvais souvenir pour Montpellier. À la place de ceux qui ont joué le retour et l'aller, Benji, dans quel état d'esprit est-ce que tu serais ? Je serais en alerte totale. Et j'ai entendu Julien Laporte le dire dès à Dunkerque, là-bas, je l'ai entendu le dire. Maintenant, c'est pas plus mal qu'on ait pris 0 points la saison dernière parce qu'on ne peut plus considérer qu'on peut être surpris que ce soit un match piège. Donc, il y a une effervescence, Geoffrey l'a évoqué au début, et dans les répondeurs des supporters, il y a énormément d'effervescence puisque dans les messages, ils nous expliquent tous à la moisson vendredi. Ne gâchons pas la fête, dans le sens où cette équipe nous fait réellement plaisir. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu à la moisson depuis Dijon quand même. Il y a tout pour régaler. Vous avez fait 2 superbes perfs à l'extérieur, ça a été un climat hostile. Là, vous êtes à la maison, on sera avec vous. La butte, tout le monde sera avec vous. Mais ne vous faites pas piéger, parce que c'est typiquement les matchs pièges. Et on le prendra encore plus mal et vraiment mal de refaire les mêmes erreurs que la saison dernière où on a pris 0/6 contre Boulogne. Boulogne, je les adore, j'ai joué là-bas. Mais quand tu les reçois, c'est pas sexy, ça fait pas rêver, c'est pas sexy. Mais par contre, ça va charbonner, ça va t'emmerder, excuse-moi le terme, vraiment dans tous les sens du terme. Donc voilà, je pense que Julien Laporte, Tardieu, Zoumana Camara et même ceux qui étaient l'année dernière ont compris le message. Je ne comprendrai pas qu'on fasse un non-match et qu'on soit surpris vendredi soir. Boulogne, une défaite à Guingamp, 2 nuls face à Nancy et contre le Red Star vendredi soir. C'est pas fou évidemment en termes de résultats, mais donc attention en effet à ne pas tomber dans le piège de la saison passée dans une Mosson qui viendra voir un 3e succès d'affilée. Geoffrey, c'était un peu ça la saison passée. Manque d'humilité quand même face à cette formation qu'on ne veut pas revoir malgré aujourd'hui notre début de saison. Là, c'était exactement ça. On a manqué d'humilité. On a pris l'équipe d'en face de haut parce que, évidemment, c'était Boulogne qui est monté un peu à la surprise générale, comme ça, à l'arrache, qui a construit un groupe à l'arrache. Et on s'est dit, tiens, ça va passer facilement, on va pouvoir se rassurer et prendre des points. Et au final, on s'est pris 2 gamelles. Surtout celle de là-bas, elle avait été assez terrible. Même à domicile, c'était très humiliant. Ouais, les deux étaient aussi pourris l'une que l'autre. Vraiment, je me souviens de 2 matchs pourris. Mais je pense que là, la donne a un petit peu changé. Je pense que c'est quand même... Je trouve qu'il y a quand même un changement un peu dans la mentalité. Je pense qu'ils sont pas capables de refaire la même erreur. Je pense que les gars vont les tenir sous pression. Je pense que c'est là où Zoumana aussi va avoir son importance et qui va, comme je le disais tout à l'heure, c'est il sait maintenant comment les choses se passent en Ligue 2 et il sait pertinemment que tu peux perdre contre le 14e, que tu peux perdre contre le dernier et que tu peux faire des contre-performances après avoir fait une belle perf la semaine d'avant. Donc je pense que là, ils vont arriver avec une autre mentalité et que j'espère que ça se passera beaucoup mieux. Allez, avant de jouer, je voulais vous faire écouter une chanson. J'avais promis à Benji, j'avais promis de le faire danser. On la diffuse en exclusivité, entre guillemets. Elle est signée Thomas Philippon, que vous pouvez retrouver sur Insta notamment, speaker, réalisateur, animateur et donc auteur de cette chanson sur la paillade. Montpellier, on est là, on va chanter orange et bleu dans les veines, MHS, c'est quoi qu'il advienne. Montpellier fait trembler le stade. Tous ensemble à la Mosson. J'ai grandi avec ce maillot dans les bons jours, dans les jours moins beaux. La paillade dans le cœur quand Montpellier joue, j'oublie mes peurs. On vient d'ici, on vient du sud, dans les tribunes y'a l'attitude. Quand les joueurs rentrent sur le terrain, tout le stade chante d'une seule main. Tape dans les mains, lève les bras, tout le monde debout. Montpellier est là. Montpellier.
Orange et Bleu, donc le titre de cette chanson. Vous pouvez la retrouver, je vous ai dit, en intégralité sur son Insta, Thomas Philippon. Merci à lui de m'avoir fourni cette chanson et donc on peut vous diffuser dans le Montpellier Sport Club. On va jouer maintenant, messieurs. Je préfère gagner en faisant un beau match. Mais alors, ça me plairait encore plus si on leur filait une tannée. Benji et François face aux supporters. Geoffrey, je le sens pas. Je pense qu'il est très fort. Je pense qu'il est très très fort. Il faut Geoffrey se rattraper. 2 questionnaires cette semaine. Puisqu'on parle beaucoup des jeunes, je les ai faits sur la précocité dans le foot français. Geoffrey, est-ce que tu veux démarrer ? Je laisse la main. Geoffrey laisse la main. 5 questions chacun. La question, donc, les questions pour le premier questionnaire. Benji et François, vous vous mettez d'accord sur une réponse à chaque fois, d'accord ? On en donne pas une chacun. Ouais. Quel âge avait Laurent Paganelli lorsqu'il a fait ses débuts en Ligue 1 avec Saint-Étienne en 1978 ? Est-ce qu'il avait 15 ans, 16 ans ou 17 ans ? Je dirais 15. Je dirais 15 aussi. C'est une bonne réponse. Il avait précisément 15 ans et 309 jours, Paganelli. Donc, quand il a débuté dans l'élite, il était entré face au PSG avec l'équipe de Saint-Étienne. Deuxième question, ça fait un point. Quel joueur détient le record du plus jeune Montpelliérain à avoir joué en Ligue 1 ? Eli Wahi, Axel Guéguin ou Yanis Issoufou ? François, c'est pour toi ça. C'est ça les stats. Eli Wahi ? Et Bébert, ça va être Eli. Mauvaise réponse. C'était Yanis Issoufou. Eli, je pense pas, c'est Eli. Toi, tu m'as bloqué, tu m'as dit c'est Eli. Il est rentré dans ton cerveau. Il m'a fait robiner avec Simon. Yanis Issoufou, donc, il avait 16 ans et 359 jours. Troisième question, qui est le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue 1 ? Est-ce que c'est Laurent Rousset ? Est-ce que c'est Neil Maupay ? Ou est-ce que c'est Richard Kravzik ? Rousset ? Ouais, moi je vous dis pareil aussi. Ouais. Laurent Rousset ? Non ? Il est trop chaud, Geoffrey, il connaît une réponse et tout. Mauvaise réponse. Tu sais que quand il y a un nom de merde à l'intérieur, c'est forcément ça. Kravzik ? Ah bon ? Richard Kravzik, le joueur du RC Lens, il avait 16 ans, 3 mois et 15 jours. Il devance Laurent Rousset de seulement 10 jours. Vous avez un point. Quatrième question. Parmi ces 3 stars, laquelle a marqué son premier but en Ligue 1 le plus jeune ? Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga ou Warren Zahir-Emery ? Parmi les 3. Moi j'aurais dit Mbappé, mais t'as raison, c'est peut-être un piège. Il est trop tordu ce mec pour que ce soit Mbappé qui soit facile, il est trop tordu. Lequel des 3 parmi ces 3 joueurs était le plus jeune quand il a marqué en Ligue 1 ? Parmi les 3. François, vas-y, allez, choisis. Ça, je mettrai tout ça. Allez, Camavinga. C'était Warren Zahir-Emery. Bon, pas de regret, quoi. Il avait 16 ans et 330 jours. Camavinga avait 17 ans et Mbappé avait 17 ans également. Dernière question, vous n'avez qu'un point. Avant la Ciné Maignan en 2026, quel joueur détenait le record du plus jeune buteur du MHSC chez les pros ? Est-ce que c'était... Tu vas l'avoir, ça. Tu l'as fait, tu l'as travaillé pour Midi Libre. C'est obligé que tu l'as cette stat, tu l'as. Est-ce que c'était Eli Wahi ? Est-ce que c'était Olivier Giroud ? Ou est-ce que c'était Abdoulaye Cissé ? Putain, j'aurais dû prendre la main. Tu les as... Ah, mais il est trop chaud. Cissé ? Je sais. Je veux une réponse, messieurs. Cissé ? Je te donne le match. Cissé, vous donnez Cissé ? François, c'est ton dernier mot ? Vas-y, prends-le. Tout à l'heure, je me suis trompé. Donc vas-y. J'ai joué contre lui, c'est pour ça, tu sais quoi, je dis lui, parce que ce gars-là, ça fait 1000 ans que j'ai arrêté le foot, et j'ai joué contre lui. Il était jeune à l'époque, je me dis, c'est pour ça, le moyen. Allez, vas-y. C'est une bonne réponse. Cissé avait 17 ans et 336 jours lorsqu'il a établi cette marque pour la paillade. Bravo, parce que ça fait 2 sur 5. C'est pas extraordinaire, mais les meubles sont sauvés. C'est niveau Ligue des Champions, le quiz, chaque fois. Tu nous fais des questions quand même. Et Geoffrey avait la bonne réponse. Ouais, c'était contre Lyon, je me rappelle du match en plus. T'aurais fait combien sur ce test-là ? Eh ben franchement, je pense que j'aurais fait peut-être 4, mais là j'ai peur parce que je sens que je vais avoir des questions pires. Il faut pas que je parle trop parce que je sens que je me gafferai, tu vois. François, on est foutu. Alors, première question. Geoffrey, quel joueur qui représente les supporters, Geoffrey, pression monumentale sur les épaules. Quel joueur a fait ses débuts en Ligue 1 avec Rennes à seulement 16 ans et 147 jours ? Est-ce que c'est Mathys Tel, Désiré Doué ou Eduardo Camavinga ?
Kamavinga. Bonne réponse, 1 point. En août 2026, Laciné Maignan, on revient sur lui, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du MHSC à jouer chez les professionnels. Quel âge avait-il ? 15 ans et 11 mois, 16 ans et 5 mois, 17 ans et 2 mois. 16 ans et 5 mois. Bonne réponse. Tu lui as envoyé des questions. Ça chauffe là. Ça chauffe. Troisième question. Lequel de ces joueurs a débuté le plus jeune en Ligue 1 parmi les trois ? Eduardo Camavinga, Ayoub Boadi ou Kylian Mbappé ? J'hésite. Attends, tu dis qu'il y avait Mbappé, Boadi et qui encore ? Ou Camavinga. Bah, c'est Mbappé. Ayoub Boadi. Ah putain, j'hésitais, tu vois. Boadi est même le 3e plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue 1 depuis 47-48, la fameuse saison charnière, un peu référence, derrière Laurent Pagani et Joël Fréchet. 2 points sur 3. 4e question. Qui détenait le record du plus jeune joueur du MHSC chez les pros avant Laciné Maignan ? Est-ce que c'était Axel Guéguin ? Est-ce que c'était Eli Wahi ? Ou est-ce que c'était Yanis Issoufou ? Bah, Issoufou. Bonne réponse. Oui, mais ça correspond à la question que tu nous as posée tout à l'heure. Oui. 3 points sur 4. Il est très attentif, que voulez-vous ? Dernière question. Remettez ces 4 joueurs dans l'ordre du plus jeune au plus âgé au moment de leur début en Ligue 1. Camavinga, Issoufou, Paganelli, Boadi. Ouais, ça va. Bon, Paganelli en premier. Ouais. C'est bon ? Boadi, Camavinga, Issoufou. Oh, il est parfait. Putain. Il est parfait, ce Geoffrey. 4 sur 5. Victoire des supporters. Ah là, il est jouable. Alors là, François, merci pour tout. Hein. Ouais, je reviendrai la semaine prochaine. Je reviendrai la deuxième semaine. Bon, parfait. Victoire des supporters qui reprennent la tête du classement 2-1 face à Benji et les intervenants Midi Libre, Maxime ou François Rivier. Voilà. Bravo. Merci, Geoffrey. Je signale aussi que le maillot que je fais gagner à l'extérieur du MHSC officiel, valeur de 100 € environ et taille L, le vainqueur sera donné ce dimanche soir sur les réseaux sociaux. Il y aura un tirage au sort et que je vais effectuer en toute... comment on dit ? En toute... Voilà. Donc je vous ferai gagner le maillot et ce sera un vrai tirage au sort avec les petits papiers à l'ancienne. Benji, notre consultant, François Rivier, Midi Libre, notre partenaire, Geoffrey supporter du pool supporter du Montpellier Sport Club. Merci à tous les trois. Merci à beaucoup. toi. Merci. Très bonne semaine et à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 4 après le match face à Boulogne. Et avant ça, on aura l'avant-match de Benji, comme chaque fois désormais sur les réseaux sociaux et sur Midi Libre en écrit. Les 3 questions à Benjamin Psaume le matin du match, donc le matin du match contre Boulogne vendredi. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Ciao les gars. C'est bon ? Je vous vois et vous avez plus de questions à poser. Je m'en vais, au revoir. Donc, merci, au revoir. Montpellier, on est là, on va chanter orange et bleu dans les veines. MHSC, quoi qu'il advienne. Montpellier fait trembler le stade. Tous ensemble à la Mosson. J'ai grandi avec ce maillot dans les bons jours, dans les jours moins beaux. La paillade dans le cœur quand Montpellier joue, j'oublie mes peurs. On vient d'ici, on vient du sud, dans les tribunes y'a l'attitude. Quand les joueurs rentrent sur le terrain, tout le stade chante d'une seule main. Tape dans les mains, lève les bras, tout le monde debout. Montpellier est là. Montpellier, on est là, on va chanter orange et bleu dans les veines. MHSC, quoi qu'il advienne. Montpellier fait trembler le stade. Tous ensemble à la Mosson. Qu'on gagne ou qu'on perde, je reste fidèle parce que cette histoire elle est éternelle. J'ai pas choisi quand j'étais petit, mais aujourd'hui c'est toute ma vie. De la Mosson jusqu'au bout du monde. Quand Montpellier joue, la passion gronde. Un seul blason, un seul combat. MHSC, personne nous séparera. Qui c'est Montpellier? Qui c'est Montpellier? Quelle couleur? Orange et bleu. Quel amour pour toujours. Je t'aime plus que la cocaïne, je t'aime plus que l'apéro. Je t'aime plus qu'une belle coquine, je t'aime toi le Montpellier héros. Montpellier, fais tourner le son, fais lever les mains. Montpellier, MHSC jusqu'à demain. Montpellier, on est là,
MHSC quoi qu'il advienne.